Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Salut à tous, bienvenue à Cinéma In, le cinéma chez soi. Et oui, c'est la deuxième émission. Donc aujourd'hui, on retrouve notre cher Aurel. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, surtout après avoir revu le film que j'ai vu pour cette émission, parce que je me rappelais l'avoir aimé à l'époque, et puis je l'aime toujours bien, même si avec le recul, il y a quelques trucs qui me plaisent un peu moins, mais on va en parler tout à l'heure. On va en parler. Notre Richard National, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien, surtout après avoir découvert le film dont je vais parler ce soir. Par contre, les flics viennent de passer à côté de chez moi, donc potentiellement ils m'ont trouvé. Oh mon Dieu, Donc qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que je me t'as fait? ferais bah écoute, j'existe, c'est déjà pas Jojo. Alors, Oui, si, oh bah, si, oh si si. si je me fais raid pendant l'émission, Mm. voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'une légende du cinéma français, n'ayons pas peur des mots. Euh, Parce que aussi en même temps, Netflix a quand même frappé un bon petit coup quand même, en proposant certains de ses films. Donc on va parler de Monsieur Jean-Paul Belmondo. Et l'émission, je l'ai intitulée Le Seigneur Magnifique. Ça vous fait penser, voilà, ce terme-là vous fait penser à quoi, messieurs? Si Il je vous faut que ce dis... soit plus toi qui trouve les titres, parce que Donc Non, mais si je vous dis, alors c'est... si je vous dis Belmondo, Le Seigneur Magnifique, ça vous, il y a quoi qui ressort? Bah, Belmondo, pour moi, il incarne un peu tout un pan du cinéma français des années 60 et 70, avec ses qualités et ses défauts. Il est presque lui-même devenu un archétype, en fait. L'archétype du, du mec classe, mec à femme, comme on dirait dans les années 60. Mais du coup, ça a un côté un peu cliché aussi. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est pas le genre de personnage qu'on verrait forcément beaucoup à l'écran, parce que les temps ont évolué, les mœurs ont évolué. Et simplement, c'est plus le genre de personnage qu'on a envie de voir à l'écran. Mais il y a quand même quelque chose qui incarnait à merveille, c'était justement cette manière d'écrire ce genre de personnage. Et ça, je trouve que c'est bien dans l'époque. Ça se regarde encore maintenant, même si faut le prendre avec le recul, faut le prendre avec le fait que c'est pas de notre époque, c'est les années 60 et 70, et puis c'était écrit autrement à l'époque. Voilà. Richard? Alors, en fait, moi, le problème que j'ai avec le terme seigneur, c'est que de base, c'est plus, utilisé pour les acteurs de la génération d'avant, c'est-à-dire la bande, Gabin, Lino Ventura, ce genre de choses. Mais après, en vrai, le Belmondo en soi a, bon, fréquenté une ou 2 de ces personnes-là déjà. Une Tous, une une ou 2. Non et puis non, mais tous. surtout, je veux dire, il a fait des films avec non et puis en plus, voilà, c'est que tu il les appréciait, ses gars-là l'appréciaient aussi, donc tu peux te dire: «Bon, bah, c'est le dernier de cette mouvance d'acteurs-là, qu'on peut appeler senior». Après c'est, sa magnificence, en fait, elle vient du fait que, comment dire? Il a, alors qu'en étant qu'acteur, réussi à avoir, des films sous son label. Oui. Beaucoup de films sous son label. Alors que tu vois, il y a quand on prend l'exemple, même d'américains récents, j'ai envie de dire, vas-y, Jim Carrey ou Robin Williams, en fait, ils ont leur jeu, mais ils ont pas tant que ça leur type de film. Robin Williams l'a eu genre pendant 10 piges et puis après il a fait autre chose. Alors que là, Belmondo, en fait, il avait réussi à vraiment, garder sa carrière sur des types de films. Quand tu vois beaucoup des affiches, en plus en regardant sur Netflix, tu vois que les affiches, il y a beaucoup un côté copier-coller, que ce soit dans la typographie ou dans le Ouais. côté, bah, c'est forcément Belmondo qui fait une pause, et peut-être que des fois derrière on voit les autres acteurs ou en tout cas le décor et voilà. Mmh. Il a tellement réussi à être une icône de son vivant, il est toujours vivant, mais il a tellement réussi à être une icône de son vivant que c'est quand même très, très rare d'avoir, une icône, de cinéma et pas juste une icône en tant qu'acteur et de sa façon d'être.
que du coup, même si, tout à l'heure j'ai fait pardon, j'ai une notification. Même si tout à l'heure j'ai fait une vanne sur ton titre, je le trouve justifié. Mmh. Quand on le décortique 2 secondes. Oui, oui. Bah, en fait, c'est comme je rejoins un petit peu, puis après on va commencer les choses sérieuses, mais je te rejoins un petit peu Richard et Aurel, d'ailleurs je vous rejoins tous les 2. C'est que j'ai choisi ce titre-là parce que, le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il représente en fait, heu, on va dire la quintessence d'une époque aussi, c'est-à-dire la quintessence où il a côtoyé quand même, il a joué aussi d'ailleurs avec des grandes figures du cinéma français des années 60-70 et voire même avant. Donc on pense à Monsieur Jean Gabin, à Monsieur Lino Ventura, à Monsieur Bernard Blier. D'ailleurs, on va en parler dans l'un des films parce qu'il joue dedans. Heu, voilà, il a et Monsieur Delon, Monsieur Alain Delon aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, parce qu'il fait partie aussi, bon, il est plus partie de la même génération que Belmondo, parce qu'ils sont arrivés pratiquement en même temps. Mais voilà, il fait partie vraiment de l'histoire du cinéma français tel qu'il s'est construit au fil des années. Et le magnifique, parce que pour moi, Belmondo représente ce côté, la décontraction, tu vois? Ce côté, bah, il se passe des choses mal dans la vie, c'est pas grave, j'ai le sourire. C'est pour moi, Belmondo représente ça. Même s'il y a des moments, il y a des films qu'il a fait où il ne rigole pas, il n'est pas comme ça. Plus, plus au milieu des années 60 où il a fait ça. Après dans les années 70, en fait, il a fait pour ma part dans les a à partir de 75, mais on va en parler après, mais à partir de 1975, Belmondo s'est construit une image à la De Funès. C'est-à-dire que les gens ne venaient pas voir un film, ils venaient voir Belmondo, comme les gens allaient voir De Funès, en fait. Heu, En fait, ils allaient voir le personnage de cinéma Belmondo et pas forcément les films. Parce que c'était comme ça. Parce que les gens appréciaient Belmondo et l'apprécient encore et le plus longtemps possible et même au-delà. Mais voilà, j'ai choisi ce titre-là parce qu'en fait, voilà, Belmondo représente ces 2 facettes-là, en fait. Ce côté, seigneur d'une tradition du cinéma français et bah, le côté magnifique parce que je trouve qu'il représente la quintessence de la décontraction et de la joie de vivre aussi et c'est pour ça que je le trouve magnifique, monsieur Belmondo. Voilà. Ben, c'est vrai, sans trop spoiler sur, le film dont je vais parler. Dedans, comme tu disais, il y a Bernard Blier qui est quand même une des grandes gueules du cinéma et c'est pas, de manière négative que je dis ça. Et dans les films que j'avais choisis, autant dire Belmondo lui vole la vedette clairement, alors que pourtant ils sont pas de la même génération. Mmh, Il y a 20 ans d'écart qui sépare les 2 donc mmh. mais On va il est en mis de parler. côté un peu plus. Voilà, on va en Bon, parler. On va commencer par monsieur Richard qui a choisi un film qui est pour ma part excellent et qui date de 1962. Richard, c'est à toi. Donc oui, moi j'ai choisi, alors comme on l'a dit tout à l'heure, en fait Netflix au début du mois a gagné, bah, j'ai envie de dire acheté, je pense un énorme catalogue Belmondo, et donc je me suis dit: «Ah, l'occasion de voir des Belmondo que j'ai pas vus». Et je suis, assez vite, tombé sur, le film dont je vais vous parler maintenant, c'est-à-dire Cartouche, qui est fait par Philippe de Broca, qui, d'ailleurs est produit par le frère d'Ariane Mouchkine, et moi qui suis en études de théâtre, ça me fait marrer. Heu, non, bah, oui, parce que Ariane Mouchkine est une grande dame du théâtre, et de voir que de cette famille de s'intéresser à l'art, je trouve ça m'amuse. C'est réellement inspiré en fait d'une espèce de légende, de l'histoire connue, par ceux qui s'intéressent 2 minutes à l'histoire, c'est-à-dire vraiment un gars qui s'appelle Cartouche qui était, à moitié brigand, à moitié, qui a fait son service militaire comme on voit dans le film, mais enfin pas de la même manière je pense, mais qui a fait un service militaire, mais qui était surtout un gars de la rue qui a été, romantisé à son époque comme une espèce de Robin des Bois, et qui là dans le film, pareil, il y a aussi ce un peu ce côté-là de je suis du côté des pauvres et je vais voler aux riches, même s'il a plus tendance à garder le pognon pour lui quand il peut que la vraie histoire de Robin des Bois. Moi, ce qui m'a intéressé enfin, pourquoi moi je me suis dit: «Bah, tiens, je vais regarder ce film-là», c'est parce que, De Broca et Belmondo, je les connaissais surtout pour le film qu'ils vont faire ensemble après celui-là, c'est-à-dire L'Homme de Rio, qui en fait, est comment dire? Tintin sous coke. Je viens de parler de Robin des Bois.
Mais en fait, bizarrement, en cartouche, ça me faisait plus penser à une version de 2 heures de Rocambole. Mmh. Parce en fait, Rocambole, il a ce côté un peu bon, même s'il est plus noble dans le personnage, mais il a ce côté je vais vivre des aventures un peu folles et puis je vais m'en sortir, il y a des côtés plus in extremis dans Rocambole que dans le film Cartouche, mais dans Rocambole, c'est de là que vient le terme rocambolesque, hein. C'est que le gars, il se retrouve enfermé dans des armoires, et jeté dans un lac et tu dis: «Comment il va faire?» Voilà. Là, c'est moins extrême que ça. Il y a quand même ce côté extrêmement grande aventure qu'on retrouve, plus tard avec, De Broca et surtout, j'ai l'impression que c'est vraiment un test des capacités de cascade de Belmondo, que pareil, il va pousser les peutards à fond, plus tard. Parce que moi, vraiment une cascade, par exemple, que je me suis refait, je pense, honnêtement 3 fois de suite, c'est une où en fait, il rentre par une fenêtre qu'il brise et il dit juste: «Je suis là» ou un truc comme ça et tu fais: «Mais c'est-à-dire comment est-ce que dans un seul souffle, tu arrives en fait à te dire: "Allez, fenêtre, tada!"» Non, normalement, là, le truc, c'est: je suis là». Non, il y a 0 respiration et vraiment, j'ai fait ça 3 fois de suite en mode: «Oui, donc du coup, oui, là, c'est niveau iconisation du personnage, on est là». Puis, je sais pas comment vous expliquer. J'ai de base, je trouve que les films de KPDP, ça peut être extrêmement casse-gueule, parce que ça pourrait être chiant très vite. Parce que des fois, les acteurs, du fait de se retrouver dans des trucs avec des costumes, avec, une époque tellement marquée comme ça, ils peuvent, avoir le réflexe de se dire: «Je suis toujours au théâtre, en fait, malgré le fait qu'il y ait une caméra, donc il faut que je parle comme ça. Ah, comte de machin truc, oui, la lettre que vous voulez que je donne à la reine» et là, en fait, non, tout est détendu, tout est Philippe de Broca, je pense, a déjà réussi à convaincre tout le monde qu'ils sont dans un dessin animé et ça se voit et il s'amuse beaucoup. Après évidemment, ce qui est, aussi tant mieux, c'est que du coup l'histoire, c'est pas juste une espèce de bande dessinée un peu fofolle, c'est que du coup il y a aussi quand même après c'est plus vers la fin parce qu'il y a ce côté, que sûrement doit y avoir dans le dans le Scarface que tout le monde connaît, que moi je n'ai jamais vu. Cette histoire de, bah, il le ce truand qui, en fait gagne en notoriété et en puissance et qui à la fin va tomber. Heureusement, dans les moments qui doivent être sérieux, en fait, on arrive à regagner un sérieux et qui, détonne pas tant que ça avec l'ambiance générale. Qui, du coup, en plus, comme on en avait enfin, tu m'en avais fait la remarque, mais, enfin, c'est vrai que surtout vers la fin, en fait, tu sens une espèce d'un coup, d'un côté hommage, d'un côté, adieu à ce je sais pas si c'est adieu parce qu'en fait les genres, c'est plus les producteurs qui pensent qu'il meurt. En vrai, n'importe qui te dira: «Non, si c'est bien fait, ça revient tout de suite». Mais, en tout cas, il y avait plus un côté bonne sieste, j'ai envie de dire, à ce genre-là bah, oui, pour l'instant, on va plus trop jouer ensemble, alors, repose-toi bien. J'ai Mmh. réussi à dire ça sans spoiler, je m'impressionne tout seul. Bravo, Des questions, messieurs? Mmh mh. bravo. Non, enfin moi pour ma part, bah, je connaissais le film quand même depuis pas mal de temps et comme tu le dis si bien Richard, et sans spoiler, on va essayer. Heu, oui, c'est pas tout à fait un adieu à quelque chose, mais c'est plutôt un un au revoir, on va dire. Je dis un au revoir, mais en fait, ce sera toujours un rendez-vous manqué. Parce que De Broca, en fait, dans les années 90, il a voulu relancer les films de KPDP en faisant un remake du Bossu avec Ouais, Daniel oui, Auteuil oui. Oui, oui, bah, je l'ai vu. et pour ma part, j'ai une préférence pour le Bossu de Jean Marais parce qu'il y avait cette fraîcheur-là, il y avait cette insouciance-là aussi de faire et qu'on sent vraiment que le Bossu de Broca, il y a un petit souci, il manque quelque chose. Il y a un truc qui n'existe plus. Ce qui arrive, hein, ce qui arrive. Mais je trouve que voilà, Cartouche est un grand film parce que aussi historiquement parlant dans la carrière de Belmondo, c'est la première collaboration avec De Broca Mmh. qui débouchera sur, bah, on l'a cité, L'homme de Rio, La tribulation d'un Chinois en Chine et Le Magnifique, surtout, qui influencera OSS 117 par exemple, Et le entre titre de autres. cette émission?
et le titre de cette émission. Et voilà, c'est vraiment voilà, Cartouche annonce un tandem de Broca, Belmondo. Alors, je n'ai pas vu Cartouche. Je suis désolé, les gens. C'est en fait, pour raconter rapidement, et c'est un truc que je rapporterai plus en détail, c'est que mes parents beaux être de la génération qui ont vu les Belmondo, qui ont grandi avec les Belmondo. Étonnamment, j'en ai pas vu beaucoup. Et j'ai vu ceux qui sont les plus connus, mais j'ai mis du temps, par exemple, à voir un film que vous adorez tous les deux. Ah ouais, le Deep, c'est pas tout de suite, pas tout de suite. C'est pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Alors, indice chez vous, ça concerne une saison et un animal. Voilà. Un animal dans cette saison. Pas tout de suite, pas tout de suite. Parce qu'en fait, le film dont tu vas parler tout à l'heure, Aurel, c'est le même réalisateur. Voilà pourquoi je te dis pas tout de suite. Donc, on va parler de l'automne des autruches alors. Du coup. Oh putain. Oh, bien joué. L'automne des autruches. Non, mais et donc, noter ça. Et donc du coup sur meilleur thème d'impro du monde. Oui, je la note aussi. Et donc en fait, du coup, j'ai pas vu en fait Cartouche, mais je sais que mon père est très fan de ça. Connaissant les goûts de mon père, c'est que ça doit être quelque chose d'assez fandard à voir. À peu près, c'est ce qu'il m'a dit. Donc du coup, je relate un peu ce que mon père m'a un peu transmis par rapport à ça. Mais du coup, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est déjà qu'on parle de films de KPDP, parce que j'ai une passion cachée pour ce genre de film. Et puis que Belmondo a joué dans un film de KPDP. Je me suis dit, ça correspond bien au personnage. En plus, c'est plutôt l'époque où il était jeune et fringant comme il faut. Même si on parlait un peu dans mon film, il reste quand même fringant assez longtemps. Quoi, oui, quand même. Quand même. Non, c'est un grand film. Cartouche, c'est un bon divertissement, mais à la fois aussi, ça annonce la fin d'une ère, entre guillemets, l'ère des KPDP, parce qu'il y en a eu beaucoup des films de KPDP en France durant les années 50 et 60. Et Cartouche, en fait, annonce, on va dire, une certaine fin de cycle. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. Voilà. Même si ça ne veut pas dire que le film de KPDP est mort et enterré. Non, heureusement. Et il faut continuer à en faire. Il faut oser en faire. Mais ça peut être rigolo à faire et ça peut être bien fait aussi. Donc voilà. Je te conseille, Aurel, quand même de découvrir Cartouche. Un dimanche après-midi pluvieux, ça te mettra du baume au cœur. Voilà. Je note et je regarderai ça du coup. Je dirai à mon père que je l'ai finalement vu, il sera fier de moi. Oh. Mon fils, je suis fier de toi, enfin. Tu as fait quelque chose de ta vie. Écoute, tu aimais les pizzas à l'ananas et j'ai eu un doute. Mais tu as vu Cartouche et tu as apprécié. Alors, tu es à nouveau mon fils. Tiens, prends l'épée légendaire. Ah, on est dans Zelda d'un coup. Allez, on s'écarte, messieurs. On va faire un petit saut dans le temps et en fait, on va parler d'un autre film du tandem de Broca Belmondo. Je vais parler du film que j'ai choisi qui s'appelle L'Incorrigible, qui est disponible aussi sur Netflix. Et pourquoi j'ai choisi L'Incorrigible ? Parce que j'ai mis du temps à choisir, parce que je ne vais pas le cacher aux spectateurs, c'est que j'ai mis énormément de temps à choisir le film parce qu'il y a beaucoup de films de Belmondo que j'aime beaucoup, et même des films qui ne sont pas connus de lui ou qui ne sont jamais sortis en DVD Blu-ray, et ce qui est dommage, mais bon, un jour ça arrivera. Mais j'ai choisi L'Incorrigible parce que c'est l'un des premiers que j'ai vu de lui, avec un autre qu'on parlera tout à l'heure. Alors, L'Incorrigible, en fait, le scénario est de Broca et d'un certain Michel Audiard. Parce qu'on est d'un certain Michel Audiard. Un grand monsieur du cinéma. Un grand monsieur du cinéma. Ah bah oui, alors, oui, toi. Oui, toi. Un grand monsieur du cinéma. Moi surtout. Un grand monsieur du cinéma, donc scénariste, réalisateur et surtout dialoguiste,
qui a bossé avec tous les plus grands, on va dire. Il a bossé avec Jean Gabin, il a bossé avec Bernard Blier, il a bossé avec Delon, il a bossé avec Belmondo plusieurs fois. Donc l'incorrigible, il y a dans tête d'affiche, il y a Belmondo donc, et une certaine Geneviève Bujold. J'espère que je n'écorche pas son nom à cette femme. Geneviève Bujold est québécoise. Et elle a une carrière, mais qui, franchement, je veux avoir la même carrière qu'elle. Donc, en 75, elle tourne L'Incorrigible. Et l'année suivante, on la retrouve dans Obsession de Brian De Palma. Ça va. Obsession qui est une relecture de Vertigo d'Hitchcock. Et que je vous conseille de voir Obsession, parce qu'Obsession est juste incroyable. Et dedans, Geneviève est juste sublime. Voilà. Et en 84, elle joue aux côtés de Clint Eastwood dans l'un de ses meilleurs films des années 80 d'ailleurs, La Corde raide, que je vous conseille de voir parce qu'il n'est pas très cité celui-là. Et c'est un excellent film, un excellent polar, avec des questionnements sur la sexualité et les pulsions. Donc voilà, Geneviève Bujold est une comédienne qu'il faut ne pas oublier parce qu'elle a marqué, vraiment. Et également aussi dans le film, on retrouve un certain Julien Guillaumard. Et Julien Guillaumard fait partie de ces gueules de cinéma des années 60-70 qui ont marqué leur empreinte au niveau de leur second rôle. En fait, c'était ces comédiens qui faisaient beaucoup de second rôles, mais qui avaient des second rôles marquants. Et Julien Guillaumard fait partie de ces personnes-là. Il a joué avec... il a fait plein de films où il a joué avec Gabin, évidemment. Il a joué avec De Funès. On le retrouve dans La Zizanie. Pour ceux qui ont vu La Zizanie, Julien Guillaumard joue dedans. Il joue son adversaire dans la campagne électorale. Et il a joué aussi avec Coluche. Par exemple, il est son chef dans L'inspecteur la bavure. Par exemple. Voilà. Et Julien Guillaumard, et voilà, c'est ces têtes des années 60-70 qui, on retrouvait souvent dans des seconds rôles plutôt importants d'ailleurs, ou marquants. Donc, le synopsis de L'Incorrigible, alors j'ai trouvé un synopsis assez court pour pas trop en dire plus. Alors, il s'agit l'histoire est de on suit l'histoire de Victor Vautier, qui est un escroc de talent. À peine sorti de prison, il décide de dérober un triptyque de Gréco, donc une œuvre d'art religieuse. Alors, j'aime beaucoup ce film parce que, déjà, les dialogues d'Audiard. Voilà, c'est de la poésie en barre. Il y a des moments, Belmondo est juste, ils s'en donnent à cœur joie. On sent un film beaucoup plus, de la part de Dobroca, on sent un film plus calme, je dirais. Quand tu vois ce qu'il a fait avant, donc quand tu vois Cartouche, quand tu vois L'Homme de Rio, L'Incorrigible, c'est le plus calme qu'ils ont fait ensemble. Et aussi parce que, là, je vais faire un petit peu... Il faut comprendre aussi comment le film a été fait. Quand Audiard a commencé à écrire le scénario et les dialogues de L'Incorrigible, en même moment, il perdait son fils d'un accident de voiture. Oui. Et il y a certains dialogues dans ce film, surtout de la part du personnage qui est incarné par Julien Guillaumard, ça se ressent qu'il y a une espèce de mélancolique. Il y a une mélancolie. Même dans la façon dont Julien Guillaumard incarne son personnage, qui en fait, il incarne le père spirituel de Belmondo, on sent vraiment une certaine tristesse dans certains dialogues d'Audiard. Et je trouve que c'est ses plus beaux... Ils font partie de ses plus beaux dialogues à Audiard dans L'Incorrigible. Et aussi, c'est que en fait, le personnage de Belmondo, c'est un acteur en fait. C'est un voyou, c'est quelqu'un c'est un escroc, mais il incarne plusieurs rôles à la fois. Il peut passer d'un neuneu, il peut passer d'un faux représentant de l'État français avec une fausse légion étrangère, enfin, faire des combines, etc. En fait, à chaque fois, il joue des rôles différents. Et en fait, le personnage de Geneviève Bujold, c'est une personne qui, en fait, est une espèce de psy qui le suit, vu qu'il vient juste de sortir de prison. Donc, il fait en sorte, elle essaye de comprendre, en fait, si ça va mieux, s'il est prêt à avoir une vie, on va dire, plus
simple. Et en fait, dedans, Belmondo, ouais, c'est un comédien, en fait. C'est quelqu'un qui joue à chaque fois, qui joue tout le temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je me suis un petit peu renseigné sur l'idée de départ du film. Même au départ, le générique devait montrer une loge de comédiens avec plein de masques. Et le dernier masque, c'était celui de la mort. Donc en fait, L'Incorrigible, dès le départ, devait être une comédie dramatique, parce qu'on suivait un homme qui, en fait, changeait de visage à chaque fois. Et le seul visage qu'il n'avait toujours pas incarné, c'était celui de la mort. Mais les circonstances ont fait que bah, le film est devenu vraiment une comédie, mais qui fait du bien. Voilà, c'est... je vais faire un peu de promo pour les copains, mais voilà, Clapement 5, leur prochain podcast, ce sera sur les feel good movie. L'Incorrigible, on pourrait dire, est un feel good movie. On pourrait dire. Et je vous conseille vraiment de voir L'Incorrigible parce que c'est un film qui fait du bien. Il y a des dialogues qui sont excellents. Belmondo s'en donne à cœur joie. On sent qu'il prend du plaisir à jouer et être avec des copains. Parce que il y a, voilà, De Broca était un copain, Audiard aussi. Et on sent vraiment que voilà, Belmondo aime le personnage, même s'il n'incarne pas forcément un personnage. On a l'impression que c'est lui qui l'incarne, en fait. Il n'incarne pas, en fait. On voit juste Belmondo vivre. Mais c'est des films qui font du bien. Et j'ai une petite anecdote aussi pour terminer ma petite chronique sur ce film. C'est que dans le film, il y a Belmondo aide une femme qui, en fait, son boulot, c'est Madame Pipi. Vous savez, dans les grands restaurants ou dans... il y avait une Madame Pipi voilà, qui faisait attention et qui recevait l'argent, etc., quand les gens faisaient leurs besoins. Et au départ, Audiard avait proposé le rôle, pourtant c'est un tout petit rôle. Hein. Voilà, c'est juste Belmondo qui va donner un coup de main à cette femme-là. Au départ, ils avaient demandé à Lino Ventura de jouer Monsieur Pipi. Et quand tu vois le gabarit de Monsieur Ventura, tu fais ça aurait été drôle. Ça aurait été tellement drôle. Et bon, à l'époque, Ventura a refusé, ce que je peux comprendre un peu, mais voilà, c'est juste la petite anecdote qui m'a fait marrer. Mais voilà, voyez L'Incorrigible parce que vous passerez un bon moment. Et vous, messieurs, est-ce que vous l'avez vu? Bah, Il y a alors, fort longtemps. moi, oui. Moi, Et du toi, coup, tu très l'as vu? récemment. Ouais. On en a plus ou moins discuté parce que justement, après Cartouche, je me suis lancé dans L'Incorrigible. Moi, du coup, je me suis fait plein de Belmondo sur Netflix, c'est cool. Donc, hey, Netflix, il y a Belmondo, allez-y. C'est comment résumer notre émission de ce soir. Ouais. Belmondo sur Netflix, allez. Easy. Allez. 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 On vient chez vous, on pousse au cul. Mais- Mm. Non, alors oui, du coup, j'ai vu L'Incorrigible. Et oui, c'est vrai que bah, alors, c'est le plus calme. Oui, alors on reconnaît quand même le Broca qui Oui. fait. Alors, faut qu'il se passe plein de trucs. Plein. Parce Mais que c'est le plus calme quand même. ouais, bah, c'est le plus calme dans le sens où il court pas, il danse, il virevolte. En fait, je pense que c'est aussi pour ça que c'est Audiard qui s'est occupé du dialogue, c'est que c'est les mots qui courent, c'est plus les personnes. Voilà, c'est ça. Techniquement, Exactement. c'est parce que C'est justement, en exactement. fait, tout le truc, c'est qu'en fait, il doit trouver des pirouettes, mais en fait, avec sa langue, avec son langage, des pirouettes oui, d'acteur du coup, «Ah, mais en fait si, mais ça, mais puis voilà» et puis tiens et en fait, c'est le temps que tu en fait, tu vois des fois des personnages, le temps comment dire? Qu'ils arrivent à ouvrir les boîtes à dialogue qui viennent de leur être lancées à la gueule, ils font: «Mais il est où au fait? Ah, il s'est barré. Bon bah, du coup, il vivra un jour de plus, tin-tin-tin». Oui. Ouais. «Ah, l'incorrigible frappe encore». Il y a toujours ce côté de personnage surréaliste, quoi. Ouais. Mais après oui, effectivement, c'est quand même oui, celui qui, au niveau du rythme, a quand même mis une pédale un peu plus douce, Oui. en évitant de penser au mauvais film. Parce qu'il y a un mauvais film qui s'appelle Pédale douce, van de Oui, merde. oui. Ouais. Et aussi, et je terminerai là-dessus, après je donnerai la parole à Aurel. Et c'est peut-être aussi le dernier grand film du tandem de Broca Belmondo,
Parce que je suis désolé de dire ça, parce qu'ils ont fait un film en 99-2000 qui s'appelle Amazon ou Amazonie, je sais plus, qui est une purge. Mais voilà quoi, ça mélange trop de trucs, même de la science-fiction, pour te dire, ça marche pas. Et tu sens vraiment que tu sais, il y a plus de jus. On sent vraiment que ce soit de Broca à l'époque, je crois qu'il n'avait plus de jus. Et ce qui est étonnant aussi, et après je vais faire un petit peu mon voici Télérama et tout le Bataclan, mais il y a une chose que je ne savais pas, c'est que De Broca était marié à Lois Lane. Laquelle? Margot Kidder. La première Lois Lane au cinéma. Enfin, en 78. Pourquoi pas. Il était marié avec elle. Ouais. J'ai fait, tiens, bon. Tout est lié parce qu'elle a même aussi joué elle a joué pour Brian De Palma et elle était avec Brian De Palma aussi. Tout est lié. De Palma, Belmondo, ils ont défallu en le peu. fait, elle adore jouer avec les réas. Oui, elle adore jouer. Voilà. Et toi, Aurel, donc tu n'as pas vu L'Incorrigible? Si, je l'ai vu, figure-toi, mais il y a un moment. Le seul gros souvenir que j'en ai, parce que je me souviens d'un film qui est plutôt agréable à regarder, et qui dégage en fait un peu la même vibe, en fait, la même sensation. Ça m'a évoqué la même sensation que Le corps mon ennemi, avec de la comédie en plus. Je trouve qu'il y a un début en fait de ça, un prémisse. Et je pense que c'est pas un hasard pour les raisons que je vais dire juste après. Mais la chose dont je me rappelle surtout, c'est que je me suis dit, pourquoi on n'a pas appelé ce film Arsène Lupin, tu vois? Parce que je trouve qu'il y a une vibe Arsène Lupin aussi qui est très très forte. Et pourquoi en fait, et ça, à mon avis, c'est le grand regret que j'aurais sur la carrière de Belmondo, c'est pourquoi il n'a pas joué Arsène Lupin. Pourquoi on lui a pas proposé rôle? Pourquoi personne n'est arrivé et a dit, tiens, Arsène Lupin, c'est pour toi? Je crois qu'il a failli le faire. À un moment donné, vers les années 60, fin 60, début 70, il devait le faire, je crois. Ah bah, il aurait pu, franchement, c'était... Jackie Chan a failli jouer Son Goku aussi, hein, si on va par là. Alors, oui, mais pourquoi c'est pas arrivé? parce que des fois, la vie, c'est une salope. Pardon. Bah oui. Non, En mais plus, après Richard. De quoi? Non, vas-y, je t'en prie, finis. Oui. Non, parce qu'il parle d'Arsène Lupin. Bah, en fait, il y a ce côté-là parce qu'il y a une histoire de vol, mais en vrai, bon après j'ai pas lu tant d'Arsène Lupin que ça, mais il me semble pas qu'il embrouille tout le monde en se donnant 15 identités à la suite, quoi. Si, clairement. En fait, Arsène Lupin, c'est un personnage qui change beaucoup de visage, qui adopte les identités différentes selon ce qu'il veut faire, et qui aussi est très joueur, très épicurien, très séducteur. Dans la même conversation. Tu vois? Je pense que ça peut se trouver. Pas 5 fois, mais à mon avis, dans un même roman, je pense qu'il a déjà dû le faire. Mais non, je pense aussi c'est peut-être l'idée de déguisement qui fait que on pense à Arsène Lupin aussi, et peut-être aussi le fait aussi que c'est un escroc. Dans L'Incorrigible, Belmondo il joue un escroc sympathique, il est vrai, mais c'est un escroc comme Arsène Lupin en fait. Arsène Lupin, oui, c'est ça. De base, le personnage est sympathique. Même dans l'affiche qu'il y a sur Netflix, ils en jouent parce que l'affiche sur Netflix, c'est quand il est avec un haut de forme, avec sa cape, quand il va à l'opéra, un peu au début du film, il va à l'opéra, et vraiment il est déguisé en Arsène Lupin. Donc il y a ce côté-là, rapprochement volontaire, mais après, oui, Belmondo l'aurait extrêmement bien fait, mais en vrai, c'est vrai que c'est tellement plus un délire je pense, sur le comédien en soi. Mais après, voilà, pardon de passer pour le gars relou qui fait: «Oui, alors ta métaphore, c'est tout à fait», mais en fait il y a une inspiration, mais c'est pas en soi, c'est pas une adaptation libre comme par exemple L'Homme de Rio a pu l'être de Tintin, mais un peu sous-co, quoi, comme tu disais. Après, de Broca, il a jamais fait des adaptations officielles, ça se voit. Tout à l'heure, en parlant de quoi? De Broca voulait, au départ, c'est lui qui devait faire le premier film Tintin. Et après, quand il a vu quand la production elle est partie un petit peu en cacahuète, entre guillemets, il s'est barré et il a fait L'Homme de Rio, en fait, pour répondre à ça. Oui, il a dit, bon les gars, s'il vous plaît, arrêtez de jouer. Mais il a bien fait de faire L'Homme de Rio, parce qu'après, L'Homme de Rio a influencé quel film? Indiana Jones.
Mm. Non, mais Voilà. après, du coup, là, ce qui est marrant, c'est du fait de garder De Broca après, comme j'ai pu faire un rapprochement avec Robin des Bois, avec Cartouche, en fait. C'est qu'en fait, tu dis, du coup, on peut voir comme ça que sa carrière, au final, ça a été des non-adaptations de trucs, mais tellement Oui, bien fait. mais tellement bien faite, ouais, c'est ça. Bon, bah, Aurel, J'ai déjà spoilé mon film, du coup. Donc, c'est le corps de mon ennemi, donc sorti en 76, réalisé par un monsieur dont ces messieurs qui sont juste avec moi apprécient fortement le travail, puisqu'il a réalisé un film avec Belmondo dont ils sont très fans. Il s'agit de Henri Verneuil, qui a donc réalisé également. un singe en hiver. Il a Un singe en réalisé. hiver! Un singe en hiver! Je pense qu'on Vous pourrait faire prenez une un émission. singe, vous le mettez en hiver. Non, c'est rien à voir. Bah, je crois qu'on pourrait faire, enfin, je pense que Richard et moi, voire même ceux qui l'ont vu aussi, on pourrait faire toute une émission sur un singe en hiver. Tellement, pour nous, le Oui, film représente beaucoup de choses. une émission. Non, alors, bienvenue dans mon TED Talk. Vous êtes là Asseyez-vous. pour 5 jours. Voilà. Malheureusement, un singe en hiver n'est pas sur Netflix, donc c'est un petit peu chiant pour ceux qui sont intéressés, mais voilà, on vous invite chaleureusement à découvrir un singe en hiver parce qu'en fait, c'est la première collaboration du tandem Verneuil-Belmondo, en fait. Et le corps de mon ennemi n'est pas la dernière collaboration qu'ils auront. Concentrons-nous un petit peu sur le film. Alors, le corps de mon ennemi, avec Belmondo, avec Bernard Blier. Alors, si le nom ne vous dit rien, la tête vous dit forcément quelque chose. Je vous invite à aller voir sur un moteur de recherche quelle tête a ce monsieur, parce qu'il fait partie, pour moi, des gueules inoubliables du cinéma des années 50, 60, 70. Et il y a également Marie-France Pizier. Alors, Marie-France Pizier, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais elle a apparu dans beaucoup de films, jusqu'à assez récemment, puisque j'ai vu que son dernier tournage datait de 2010. Et du coup, ce trio d'acteurs, en fait, est donc les personnages qui sont au centre du corps de mon ennemi. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Du coup, ce film-là, on se retrouve avec ce cher Jean-Paul Belmondo, qui joue le rôle de François Leclerc. Alors, François Leclerc revient dans une ville fictive du nom de Cournay, une référence évidente à Plouzané en Bretagne, bien entendu. Il revient en fait dans cette ville-là pour se venger, a priori, mais on ne sait pas de quoi. Et en fait, au fur et à mesure du film, on comprend déjà pourquoi il revient se venger, de qui il revient se venger, et surtout pourquoi les gens ont peur en fait qu'il revienne se venger. Parce qu'il y a quelque chose qui est important, qui est très vite sous-entendu, c'est que il a été accusé à tort du meurtre de certaines personnes. Les personnes, on le sait un peu plus tard qui c'est. Je ne le révèle pas parce que c'est un élément qui est quand même relativement important dans l'intrigue. Et les personnes qui l'ont accusé à tort également, je ne les révèle pas non plus, mais vous allez le voir très vite. Et du coup, on suit les péripéties et on ne suit pas que ça, puisqu'on suit également la montée, l'ascension en fait de ce personnage dans l'échelle sociale, parce que c'est dit rapidement, pas rapidement, c'est dit au détour d'une scène qu'il démarre très très bas dans l'échelle sociale et qu'après, au fur et à mesure, il va monter, et à un moment, tout va s'effondrer, justement à cause de ce fameux meurtre. Et déjà sur ce film, personnellement, je l'avais vu quand j'avais 15-16 ans, donc c'est un film que j'ai vu assez sur le tard et pour lequel je pouvais avoir assez de recul pour l'apprécier artistiquement sans être impressionné, entre guillemets, par peut-être un aspect enfantin comme elle a fait beaucoup de films de Belmondo avec les cascades et tout ça. Et j'avais trouvé déjà à l'époque une atmosphère qui était pesante, une atmosphère un peu teintée de mélancolie et en même temps quelque chose de très grave puisqu'il s'agit d'une véritable enquête policière qu'il mène puisqu'il va chercher qui l'a accusé à tort et qui l'a fait plonger. Et dans ses pérégrinations, il va revoir son ancien amour de jeunesse, d'il y a 7 ans, qu'il avait réussi à draguer, avec qui il avait réussi à avoir une relation. Il va la rencontrer 7 ans plus tard, justement, lors également de ses pérégrinations pour se venger. Et ce personnage-là est très important puisqu'il fait le lien entre le début de son ascension, quand il a son apogée,
et justement tout ce qui se passe pendant le film. L'idée, c'est que le film est construit sur des flashbacks. Bon, là, on est après Citizen Kane, donc on peut pas dire que Citizen Kane n'a rien inventé, pardon, du coup, mais on est construit entre les flashbacks et ce qui se passe dans le moment présent. Alors moi, le gros point que je trouve sur ce film, gros point positif, c'est que sur la manière dont il est mis en scène, la manière dont il est écrit, parce que c'est Michel Audiard également qui a écrit avec Verneuil, avec l'auteur du roman original, parce que c'est tiré d'un roman, c'est le côté fantomatique du personnage, parce que le personnage, en fait, est un fantôme qui traverse tout le film et toute la ville. Et sur ça, je m'appuierai juste sur un truc qu'il dit au moment où débutent les flashbacks, parce que il débarque dans sa ville de Cournet, donc il y a des gens qui le reconnaissent, et déjà, bon, les gens sont effrayés comme s'ils avaient vu un fantôme. Et lorsqu'il commence ses flashbacks, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rigoler, parce que c'est très méta comme remarque, mais en même temps, ça se justifie un peu aussi justement dans la manière de représenter le personnage, c'est que dans les flashbacks qui sont censés se passer 7 ans plus tôt, il est censé être plus jeune. Jusqu'à là, c'est logique. Mais c'est lui, vieux, qui joue, lui, dans les flashbacks. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Oui, c'est clair. Bah, comme dans n'importe quel sitcom venu. Bah, dans n'importe quel oui, mais dans n'importe quel sitcom, en général, ils rajeunissent un peu les personnages. Ils leur rajoutent, par exemple, Non, c'est ils des leur cheveux mettent des plus perruques longs. pour faire genre. Oui, voilà, c'est ça, mais ils les rajeunissent. Alors que là, ils ne font pas du tout l'effort de le rajeunir, et il le dit justement dans au tout début du flashback en voix off, il le dit que c'est lui-même qui va être dans ses souvenirs à cause les imbroglios de la mémoire, du fait que finalement on se souvient les choses de notre point de vue actuellement et pas du passé. Donc ce qui fait qu'il justifie à la fois le fait qu'il n'ait pas eu à se maquiller, donc ça je trouve ça très drôle déjà parce que c'est très méta, mais également il justifie le fait que finalement il était presque le même à ce moment-là qu'aujourd'hui, sauf que aujourd'hui, il est totalement déconnecté, alors qu'à l'époque, il était parfaitement intégré en fait à tout ce monde-là, ce monde plein de richesses, ce monde de l'industrie en fait, puisque on parle de l'industrie du textile aussi dans le Nord. Mmh. Et c'est fascinant en fait à quel point ils ont réussi à retranscrire ça et cette ambiance qui est pesante, cette ambiance qui est ces dialogues aussi, ils sont toujours excellents. C'est du Audiard quoi. J'ai beau avoir tiqué 2-3 fois en me disant que certains dialogues passeraient plus maintenant. Le reste, c'est quand même magnifique. Il y a quand même des répliques où j'ai envie de me dire ouais, bon, ok, d'accord, j'arrête le cinéma, je pourrais pas faire mieux que ça. Du coup, c'est ça que j'ai trouvé super. Et j'ai trouvé ça aussi super, justement, que dedans, Belmondo fasse un personnage qui est très posé et qui veut se venger, qui des fois va être un peu violent, qui des fois va être un peu vicelard, puisque dès le départ, même si on s'attache à lui parce qu'il est le personnage dominé, le personnage qui est en bas de l'échelle sociale et qui va monter, et du coup qui va un petit peu... j'hésite à employer un terme un peu vulgaire, qui va un petit peu, pas renverser le système, mais qui va un petit peu Le secouer. le secouer, il va un petit peu le secouer. Il joue un personnage qui reste quand même relativement calme, sûr de lui, plutôt calme, plutôt posé. Et c'est ce qui est plutôt marrant aussi, c'est que même si physiquement le contraste n'y est pas, parce que du coup il a le même visage d'il y a 7 ans qu'aujourd'hui, dans le caractère c'est tout à fait autre chose. C'est ça que je trouve ça aussi super bien justement avec le jeu de Belmondo en fait dedans. C'est qu'il arrive à vraiment distinguer deux phases de deux époques en fait de son personnage à travers son jeu. Et puis il y a aussi cette séquence et je m'arrêterai peut-être là sur ce film pour pas vous en dire trop, mais il y a une séquence où il y a un match de foot qui se passe à l'époque en fait où commence le film, où il traverse la ville, mais encore une fois c'est pareil, on dirait un fantôme dans la ville parce que la ville est vide à cause d'un match de foot, et ce match a une importance, alors pas ultra capitale dans le film, mais est quand même un des fils rouges en fait du film malgré tout. Et il traverse en fait la ville tel un fantôme, et parce qu'il y a personne. Il écoute sans écouter, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on a des bribes de la conversation.
Et ça montre à quel point, en fait, même son personnage est complètement décalqué. C'est-à-dire que son personnage aurait été bien il y a 7 ans, c'est-à-dire au moment où il a ses problèmes, mais maintenant, il est plus d'actualité. Et je trouverais même presque que c'est un petit peu une sorte de requiem, en fait, pour le type de personnage qu'a pu incarner Belmondo. Parce que finalement, il y a 7 ans, donc on était en 66, 67, je crois. Où là, il incarnait vraiment, comme tu dis, le magnifique, le séducteur et tout ça, à 75, où finalement, il commence. Alors, il n'est pas du tout sur la fin de sa carrière, même si, effectivement, on pourrait penser que la qualité de ses films est en plein déclin à ce moment-là. Bah, il reste quand même Belmondo, quoi. Il reste quand même, il reste quand même beau physiquement, parce que bon, quand il est torse nu, on se dit, ouais, bon, bah, à 40 ans, j'espère avoir à peu près la même stature que lui. Mais je trouve quand même qu'il y a cet aspect aussi de se dire que le personnage est plus à sa place, en fait, à cette époque. Même s'il réussit à trouver justement des parts de son enquête, enfin à réaliser des parts de son enquête, il est plus à sa place. Et c'est ça que je trouve aussi beau, c'est que la mélancolie vient du fait qu'il regrette une époque à laquelle il pensait appartenir, et il appartenait pas en fait déjà à cette époque-là, et puis maintenant, bah, il appartient plus du tout à l'époque actuelle. Donc voilà, regardez ce film, il est disponible aussi sur Netflix. Il dure à peu près 2 heures, mais c'est 2 heures qu'on ne voit pas passer, parce que c'est très bien rythmé, et ça va pas vite. C'est un film qui est très posé, c'est un film qui prend son temps. On n'est pas sur du brocade, hein. Verneuil, c'est plutôt très posé, mais il y a un sens du rythme, il y a un sens de l'écriture. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté très mélancolique du film. Et je trouve que voilà, je fais partie de ceux qui jugent que Marie-France Pillet est magnifique. C'est une actrice que je trouve très belle. Malheureusement, elle est plus là. Et bon, bah, et le grand Bernard Blier, évidemment. Blier, c'est Blier, quoi. Enfin, bon, voilà. Papa de Bertrand, le réalisateur. Blier, c'est plié. Non, Blier, c'est Blier. Oui, non, mais Papa de je Bertrand. trouve que ça résumait bien aussi le mec en termes d'acting. Hein. Ouais, bon, bah, Blier, c'est plié, on le prend. Allez. on sait que ça va rouler, quoi. Ouais, donc le papa du réalisateur Bertrand Blier. Moi, j'aime beaucoup ce film, Le corps de mon ennemi, parce qu'il faut le prendre dans le contexte. C'est-à-dire que l'année d'avant, en 75, le tandem Verneuil-Belmondo ont fait un film qui s'appelle Peur sur la ville. Et Peur sur la ville, en fait, va déterminer les films à la Bébel. C'est ce film-là, en fait, qui va être déterminant. C'est-à-dire que c'est de l'action, des cascades, du bagou, enfin voilà. Et en fait, c'est le tandem Verneuil-Belmondo qui ont créé les films à la Bébel. Et juste après, ils font Le corps de mon ennemi, qui n'a rien à voir. Comme si que, voilà, les deux se sont dit, on a fait un coup comme ça, bon, on va pas se répéter, on va faire autre chose. Et juste après, la même année, c'est là que Belmondo va faire Flic ou Voyou, qui est un film estampillé Bébel. Cascade, des punchlines, etc., de l'action, etc. Et en fait, il va faire il va continuer à faire ça après. Voilà. Et ce que j'aime dans Le corps de mon ennemi, c'est peut-être le dernier grand film qu'ils ont fait ensemble, Verneuil, Belmondo. Parce que je vais faire un petit peu d'historique. Donc, ils ont fait Un singe en hiver, ils ont fait 100 000 $ au soleil avec Lino Ventura. Ils ont fait, pour ma part, le meilleur film oublié Dunkerque de Nolan, qui s'appelle Week-end, à Zoutcote. Parle de la même chose, mais en mieux. En mieux. En mieux. Donc, vous voyez ce film. Voilà. Richard est d'accord avec moi. Et en fait, voilà, ils viennent quand même de loin, tous les deux, Verneuil et Belmondo, et ils ont eu quand même une complicité et une amitié qui était sincère. Parce que quand tu vois certains tournages, quand tu vois certains making-of, quand tu vois aussi tous les films qu'ils ont fait ensemble, je crois qu'ils en ont fait 7 à peu près. C'est énorme quand même, juste pour un réalisateur et un comédien. Et je pense que Le corps de mon ennemi est peut-être le dernier grand film qu'ils ont fait ensemble. Après, ils ont fait un autre film qui est sur Netflix, qui s'appelle Les Morphalous, mais je fais partie de ceux qui n'aiment pas Les Morphalous parce que c'est vraiment estampillé Bébel. C'est un film que tu vas voir Bébel. Tu vas pas voir l'histoire, tu t'en fous, tu vas voir Bébel. Ça fait du bien de voir des films comme ça aussi de temps en temps, quand tu aimes bien un acteur, évidemment. Mais Le corps de mon ennemi
va plus loin, va chercher autre chose. Déjà, il raconte une histoire. Belmondo, et il est vrai très sobre. Et comme tu dis si bien, Aurel, et je suis très content que tu dises ça, il fait très fantomatique. Et c'est vrai. Et franchement, ouais, je suis tout à fait, je suis en total soutien avec toi. Il faut que les gens, s'ils veulent voir du Belmondo autrement, sans le côté cascade et tout le Bataclan, allez voir Le Camp de mon ennemi. Bon, Richard, est-ce que tu as vu Le Camp de mon ennemi? Non, je l'ai pas vu du tout. Pas du voilà. Donc je m'en vais. Non, non, mais en fait, du coup, en fait, ce que vous m'en dites me rend la chose très intéressante et me donne envie de le voir. Parce que du coup, c'est en fait, j'ai eu en passant cette phrase à la con quand Aurel a dit: «Ah, c'est quand même autre chose que ce qu'il faisait d'habitude, machin». J'étais en mode: «Est-ce que c'est son Chao Pantin?» Voilà, cette phrase horrible que Non. Oui, n'importe bah quel oui. connard de journaliste sort dès que tu as un comique qui fait un truc sérieux. Mais en fait, du coup, je pense que c'est plus comparable à ce qu'a lui, par contre, du coup, a réussi à faire Jim Carrey. C'est qu'à une époque, il a eu sa grande vague de films drôles à la Jim Carrey, et qu'après, il est arrivé, il a fait sinon, voilà Truman Show, et les gens ont fait ah, mais il peut être sérieux aussi. Et puis voilà. Et en fait, Ah, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu es en train de nous dire, c'est que Verneuil a voulu offrir à Belmondo et montre aussi que tu peux être sérieux, et que, bah, bon, apparemment, ça n'a pas trop marché. Vu que du coup, ça a surtout suivi, bah, comme tu dis, les films à la bébelle où il est juste un peu constamment en mode tagada de soin, hop, cascade, et je souris, clin d'œil à la caméra, et bah, évidemment, la jolie pépé, je vais l'emballer. bah non, Bah, en en fait, fait, Je cliché à mort, pardon. non, mais c'est à peu près ça, mais c'est à peu près ça, entre guillemets. Mais en fait, non, Belmondo, quand on regarde bien sa carrière, dans sa début de carrière, il a commencé réellement, enfin, il a été très connu en 1960 avec la Nouvelle Vague. Et c'est étonnant Oui. parce qu'aucun de nous n'a pris un film de la Nouvelle Vague. Et pourtant, les 2 films de la Nouvelle Vague qu'il a tourné avec Godard sont sur Netflix. On les a pas choisis. Parce que la Nouvelle Vague et nous, on va dire que c'est un petit peu compliqué. Bah, le il y a problème, plus. c'est qu'on aime le cinéma. Voilà, voilà, Richard. Et comme disait Audiard, je te laisse finir, mon cher Richard. Ah oui, la nouvelle vague est attends. Alors, Est la nouvelle parti vague aussi est vite. partie aussi vite qu'elle est arrivée, et on se rend compte qu'elle était, plus vague que nouvelle. Voilà, merci Michel Audiard. Non, en fait, il faut. Mic drop du stylo. Non, en fait, il faut expliquer un petit peu, c'est que Belmondo, quand il a commencé sa carrière, il faisait quand même des films assez sérieux. Tu regardes À bout de souffle, certes, c'est chiant, mais ça reste sérieux. Tu regardes, Justement. il y a un film sur Netflix que je vous conseille, qui est aussi sur Netflix d'ailleurs, qui s'appelle Léon Morin prêtre, où Belmondo joue un prêtre. Il joue très bien, mais il est très sérieux. Et en fait, au tout début de sa carrière, Belmondo faisait quand même des rôles assez durs, très sérieux. C'est à un moment donné, c'est à partir du moment où il a commencé à faire, qui s'est détaché un petit peu de la nouvelle vague et de la mouvance de Melville, de Jean-Pierre Melville, et c'est lui qui a réalisé Léon Morin prêtre, qu'il a commencé à tatiller un petit peu de la comédie. C'est là qu'il a commencé, il a rencontré Verneuil, il a fait Un singe en hiver. Après, il a fait une tentative aussi de production en 70 ou en 72, pardon. Ça a été un échec malheureusement, et pourtant il est sur Netflix aussi. Je vous conseille de voir Stavisky parce que c'est un film justement où c'est la deuxième fois qu'il produit un film. Son premier film qu'il a produit, c'est une satire. Un jour, je ferai une vidéo sur ce film en question de Belmondo, parce que j'ai des choses à dire aussi sur celui-là, mais c'est pas le sujet. Et Stavisky, en fait, est un film extrêmement sérieux, où Belmondo met du sien. On sent qu'il veut jouer quelque chose. Et d'ailleurs, il y a l'une des premières apparitions de Depardieu dedans. Si vous voulez voir Depardieu jeune et fringant. Et donc, Stavisky, en fait, a coulé, enfin, n'a pas marché. Il s'est fait huer à Cannes. Le nombre de bons films qui s'est fait huer à Cannes. Exactement. Et en fait, c'est là qu'après, il s'est dit, bon, bah tant pis. Tant pis. Je vais faire ce que les gens aiment de moi. Donc, c'est-à-dire des films d'action. C'est là qu'après, il a fait Peur sur la ville et tout ça. Et Parce qu'il après, savait. du coup, Vas-y. le camp de mon ennemi apparaît un peu comme un ovni en fait dans justement dans la suite de sa filmographie,
qui est aussi également un rappel de ce qu'il a fait étant jeune, parce que ça reste quand même un film assez sérieux. On sent un personnage qui reste un peu malicieux, mais qui a perdu en fait de la candeur que pouvaient avoir ces personnages quand il a dans les années 60 justement. Parce Mm. qu'il a dans les années 60, tous ces personnages après, bon, c'était pas lui qui les écrivait, mais la manière dont il les jouait souvent, ils jouaient super bien, mais ils avaient une candeur en fait. Et quand ils étaient justement dans cette malice, ils étaient attachants parce qu'ils ils étaient candides. Alors que là, on sent quand même une malice qu'il a gardée de son personnage qui est plus jeune, mais avec tout le poids des années, avec justement cette condamnation, parce qu'au début au début du film, en fait, il sort de prison. Et d'ailleurs, il y a un super plan où il est toujours filmé que à travers en fait les grilles de la prison, comme si finalement il restait toujours enfermé malgré tout. Ouais. Et, surcadrage, c'est super. Mm. Et, et du coup, le poids en fait de ces années l'ont rendu en fait pas attachant, mais ils l'ont rendu en fait. On s'est dit, on espère qu'il va avoir justice. Alors que finalement, dans le film, il fait des actes un petit peu répréhensibles plusieurs fois, quoi. Je vais pas tout spoiler ce truc, mais il y a quelques scènes où je me suis dit, écoute, je veux bien m'attacher à toi, mais ce que tu es en train de faire, c'est quand même un petit peu pas très réglo là. Et quand on dit pas très réglo, on est sur des trucs qui sont plutôt graves. Et du coup, son personnage a perdu cette candeur en fait qu'il pouvait avoir avant. Et Mm. je trouve, ça se trouve, c'était peut-être, après, je sais pas, là c'est mon interprétation, c'était peut-être un pied de nez en mode, bon alors, maintenant j'ai un peu vieilli, j'aimerais bien faire autre chose, quoi. Bah, Belmondo a toujours, Belmondo a jamais trop voulu, tu sais, faire toujours, il a choisi à un moment donné et il est vrai, il faut pas se leurrer, enfin, il faut pas se le cacher, il a choisi la facilité. Surtout on va en partir de 75 en fait, à partir de Peur sur la ville en fait, tout part Mm. de là et Le corps de mon ami en fait, bah, c'est une cassure, c'est une cassure. C'est peut-être la dernière fois entre guillemets que Belmondo incarne un personnage qui n'est pas forcément lui, heu et c'est ça qui fonctionne en fait, parce que ça fait plaisir de voir ça. J'ajouterais juste, et je vais éviter de spoiler, mais il y a juste 2 séquences qui dans Le corps de mon ennemi que je trouve totalement inutiles. Je sais pas je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Aurel, mais si je te Vas-y. dis la jeune fille qu'il rencontre, je trouve que c'est trop Ouais, facile. je trouve que cette séquence, même si elle amène la fin, je pense qu'elle aurait mérité d'être un peu plus, soit un peu plus développée, ou soit de trouver un autre moyen d'amener la fin. Mmh, Parce que je trouve que c'est pas forcément. mmh. En Même si plus je d'avoir un côté un petit peu malaisant en plus. Euh, vous bah, verrez pourquoi si vous regardez oui, 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 en fait, la scène. c'est juste ces 2 séquences-là, enfin, même si la fin, je la trouve très jolie, Mm, ça n'enlève rien, même si je comprends ce que Verneuil et Audiard ont tenté de faire, tu sais, par le personnage de la mm, jeune fille, je comprends un petit peu, mais je trouve que c'est mal amené, c'est un peu forcé. Comme ce que fait Belmondo dans le film d'ailleurs, c'est forcé. mm. Voilà. Après, ouais. C'est juste pour ma part, c'est juste cette, tu ces 2 séquences-là et le film il est très bien. Après, je sais pas si c'est dans le roman de base, justement, ça vaudrait Je peut-être le coup Oui, ça peut être intéressant de. de savoir, ouais. Mm. Mmh, Donc donc voilà. voilà. Mais du coup, voilà. Sur le corps de mon ennemi, j'ai pas grand chose à rajouter à part voyez-le. Si vous êtes habitué des films, comme on dit, à la bébelle, vous serez un petit peu étonné. Et je pense que c'est un rôle, après, parce qu'on parle de Belmondo et Belmondo l'a incarné à merveille, mais c'est un rôle qui aurait pu être joué par d'autres grands, peut-être, de l'époque, mais pas tous, parce qu'il aurait fallu un côté un peu séducteur, tu vois, un peu qui est ancré dans le personnage qu'il incarne. Ouais. Là, par exemple, je me suis dit au début, tiens, est-ce que par exemple Lino Ventura pourrait l'incarner? Alors, Ventura aurait pu incarner le côté très taciturne, le côté fantomatique. Alors, le côté séducteur, peut-être pas aussi bien que Belmondo, tu vois, par exemple. Je Bah, déjà pense. Ventura et c'était quelqu'un d'assez, tu sais, comment dire?
d'assez discret entre guillemets et d'assez pudique. Et je pense que Ventura n'aurait peut-être pas forcément voulu ou accepté de faire ce que fait Belmondo dans le film avec Marie-France Pizier. Oui, clairement, c'est Voilà, la relation ambiguë entre les deux. voilà. Monsieur Ventura n'aurait pas fait ça. Je pense pas. Mais moi j'aime beaucoup Le Commandement de l'ennemi. Ça reste un grand film de Verneuil et aussi une belle interprétation de Belmondo. Ça c'est voilà. C'est-à-dire que voilà, il y a 2 facettes chez Belmondo. Il y a l'acteur et le fameux Bébel que l'on connaît, que les gens ont aimé aussi parce que ça reste des films qui ont marché, hein. On a cité Peur sur la ville, elle a fait 5 millions d'entrées, hein. À l'époque, c'est énorme, hein. Mmh. Et puis Belmondo, voilà, il a toujours eu des constants quand même, hein. C'est-à-dire que même des films comme Le Guignolo qui est sur Netflix, que j'aime pas trop, je le dis franchement, il y a quelques séquences qui me font marrer, mais c'est pas voilà, c'est juste, pris à part. Le Guignolo, c'est un film estampillé vraiment marque Bébel, mais ça a cartonné et même quand ça passait à la télé, ça marchait encore, hein. Parce que les gens aiment ça et je pense que c'est normal. Heu Parce que ça fait partie, voilà, d'une génération qui ont vu ça les dimanches soirs, à la télé et ça fait Belmondo est devenu un héros, en fait, pour beaucoup de gens. J'avais une petite anecdote pour Oui, terminer. vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous vous souvenez, alors je pense que vous l'avez forcément vu, puisque c'est un film qui repasse très souvent à la télé, du film Le Cerveau. Oui, Oui. Donc Le Cerveau, il y a une statue de la liberté dedans. Figurez-vous que cette statue de la liberté, c'est pour les personnes du coup qui vivent du côté de Rouen, c'est celle qui est installée sur le rond-point de Barentin. oui, Et oui. du coup, si vous êtes déjà allé à Barentin, la statue de la liberté, c'est celle-ci. Et deuxième chose amusante, parce que tout à l'heure, je parlais de mon père et Belmondo, et là, j'ai bouclé la boucle. Mon père a assisté au tournage, mais ne savait pas que c'était un tournage au début. C'est quand il a vu la statue de la liberté, qui a commencé à s'élever, qu'il s'est dit, il y a un truc là. Ah, Belmondo. Ah putain! C'est Parce ouais, Le que Cerveau, ouais, pour reconstruire, Le Cerveau est réalisé par Gérard Houry. Donc le mec qui a fait, La Grande Vadrouille, avec De Funès, Le Cornu avec De Funès et il y a aussi d'un de ses films, je crois que L'As des As est sur Netflix. oui, Oui. Oui, L'As des As est la 2e collaboration et la dernière d'ailleurs du tandem Houry-Belmondo. Qui est plutôt c'est un film, voilà, c'est un bon film familial, voilà, c'est un bon divertissement, L'As des As. Ça fait du Ouais, bien. voilà. Ça fait du bien. C'est justement, c'est le dernier Belmondo que j'ai regardé sur Netflix et j'ai fait, «Bon, bah, c'était marrant». Voilà, ça fait du bien. Mmh. Voilà. C'est mignon, ça fait du bien. En fait, c'est le même que De Funès, c'est que De Funès, Oui! il a des films qui sont excellents et il y en a, j'ai surtout envie de parler de la saga, de la Les saga des gendarmes, gendarmes. tu fais: «Oh bah, ouais, voilà, c'est ça, des gendarmes», la majorité, tu as envie de dire: «Oh bah, je me suis marré». Oui, voilà. C'est Belmondo a ça, en fait. Il a des films il a des films excellents, mais vraiment, cinématographiquement parlant, ils sont excellents et Belmondo a fait des performances d'acteurs qui sont excellentissimes et puis il y a de l'autre côté, tu as des films où tu les vois et tu fais: «Ouais, c'est sympa», mais c'est divertissant, voilà. Tu passes un bon moment avec lui. Ça n'enlève rien, ça Mmh. n'enlève rien et voilà. Donc voilà messieurs, un petit mot pour conclure? Mmh. Regardez les films en vous rappelant que c'est pas la même époque. Parce que Mmh. simplement, parce que simplement, oui, qu'est-ce qu'il y a? Nuit de Chine, Chine, nuit nuit câline, câline, nuée nuit d'amour. d'amour, nuée d'ivresse. Non, juste. Je sentais Aurel frémir de: «Il va m'interrompre, il va m'interrompre, il va m'interrompre». Vas-y, je te laisse faire. Non, juste simplement parce que le personnage de Belmondo, comme j'ai dit, représente une époque qui maintenant est révolue, et une écriture aussi qui maintenant est révolue dans l'écriture des personnages, dans l'écriture surtout des personnages féminins qui, je dois l'avouer, n'est pas toujours excellente dans les films de Belmondo. Il y en a quelques-uns qui ont été bien dans certains films, mais globalement, ça n'a jamais été, je pense, la force, on va dire, de ceux qui ont écrit ces films.
Et certaines remarques, certaines vannes, effectivement, peuvent paraître comme étant aujourd'hui déplacées, insultantes, ordurieuses, mais donner quand même une chance à ces films pour découvrir justement un peu cet acteur qui a fait de grandes choses, quoi. Oui, soyez ouverts d'esprit, jeunes gens. Soyez toujours indulgents par rapport aux choses et dites-vous que on peut aimer des films avec les plus grands défauts du monde et que c'est pas grave d'aimer un film si même s'il y a des passages qui peuvent vous paraître étranges, les passages qui aujourd'hui peuvent paraître pas possibles, enfin pas possible à tourner, pas possible à faire aujourd'hui, du temps que vous avez le recul nécessaire pour comprendre que maintenant ça serait pas possible parce que ça et ça. Voilà. C'est juste mon message par rapport au film de Belmondo et éclatez-vous à les regarder aussi parce qu'il y en a des bien fondards, il y en a des très bien dans le ton dramatique. Richard, justement, en fait, faut pas confondre. Je crois que je l'ai bien dit, mais j'ai l'impression de l'avoir mal dit. Faut pas confondre ce type de personnage est fait de cette manière-là parce que c'est l'époque où on le voyait comme ça et qu'on n'était pas en train de se dire peut-être qu'on le fait mal. Et le message, c'est forcément ça. Non, c'est juste que le personnage est fait comme ça parce que contexte. Mais du coup, ça veut pas dire que notre message, c'est que tout ce type de personnage, que ce soit les femmes ou d'autres, sont forcément comme ça dans la vraie vie et voici le message du film. Non. Surtout dans les Belmondo, non. C'est juste qu'on savait pas les écrire à l'époque, c'est tout. Et quand je dis on, c'est juste qu'on cherche à savoir. Richard, pour t'as une conclusion? Nuit de Chine. Ça marche à tous les coups. Non, mais juste ça, quoi. C'est écoutez, voilà, Belmondo, que ce soit dans ces vrais films de cinéma avec lesquels il a commencé, même si bon, la nouvelle vague, ou avec les autres qu'il a fait, ou ces trucs plus populaires, faits pour être populaires. Belmondo en soi n'est jamais le problème qu'il y a avec le film. Donc c'est pour ça que quand Joe nous a proposé de le mettre à l'honneur, j'ai pas bondi de ma chaise en disant comment? Non, c'est oui. Belmondo, c'est une personne à aimer, ça fait du bien de l'aimer parce que la majorité de ses films font du bien. Exactement. C'est très joli ce que tu as dit, Richard. J'aime bien. J'aime bien. Bah, pour conclure, voilà, Belmondo, c'est ça. Ça fait du bien de l'aimer. J'aime beaucoup ce que tu as dit, Richard. J'aime beaucoup, franchement. Non, Belmondo, ça fait du bien de l'aimer et il faut laissez-vous aller, découvrez ces films et vous allez découvrir des trésors, des trésors du cinéma français. Et vous allez vous dire ah mais putain, mais en fait le cinéma français c'est bien. Oui, oui, c'est bien. Donc on peut juste, moi je vais finir juste par un grand merci à Monsieur Belmondo s'il voit cette vidéo, sait-on jamais. Et voilà, vous êtes un seigneur magnifique. On se retrouve très bientôt et mon petit Tildois m'a dit pour le prochain Cinéma In, on va parler d'une fête qui arrive bientôt. Alors Aurel, je sais, tu vas te tenter de dire Halloween. Non, on l'a déjà faite. Non, on l'a déjà faite celle-ci. On l'a déjà faite. Non, ce sera Noël. On va parler des films de Noël. J'adore les films de Noël en plus, donc je suis un grand amateur. Je suis un grand amateur de quand je suis malade à la période de Noël, ce qui arrive assez souvent, de me mettre devant les feuilletons de Noël et de regarder ça, de les consommer à outrance, parce que mon Dieu, ça fait du bien tellement de mièvrerie dans ce monde. On en parlera. Donc messieurs, donc je vous souhaite. Quoi je vais choisir un film. Vous allez croire que je me suis trompé de fête. Voilà. D'accord. Donc, messieurs, je vous remercie beaucoup pour cette émission. C'était super cool de la faire avec vous. J'espère que pour la prochaine émission, on aura une autre personne qui se joindra à nous. Je vais voir qui souhaite parler de cinéma de Noël avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je souhaite une excellente soirée aussi à toutes les personnes qui nous regardent. Et on se retrouve très vite. Ciao! Ciao!